Imaginons un instant qu'on remette à quelqu'un les clés d'un monde où absolument tout est permis. C'est un scénario assez vertigineux quand on y pense. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Aucune loi extérieure, aucune limite imposée par la société, tout est là à portée de main. Une liberté totale en fait. Exactement. Et la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps il faudrait avant que cette liberté infinie ne se transforme en la pire des prisons? C'est vrai que ça ressemble presque à une expérience de psychologie moderne. Complètement. Sauf que la réponse ne vient pas d'un laboratoire récent, elle se trouve dans un texte qui a près de 2000 ans. Ce qui est quand même fou. Oui, et bienvenue dans cette nouvelle exploration analytique. Je suis ravie de lancer la discussion aujourd'hui car notre mission est vraiment unique en son genre. On ne va pas s'attaquer à un pavé de 500 pages cette fois-ci, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. On va plutôt extraire une philosophie de vie complète à partir d'une source extrêmement courte. 27 mots, pour être précise. 27 mots? C'est l'antithèse parfaite de tous ces longs discours qu'on entend tout le temps. C'est ça. Le document source, c'est une seule phrase tirée de la traduction Louis II de la Bible dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Un texte très dense, oui. Je vais juste lire la phrase pour qu'on l'ait tous bien en tête. Alors c'est « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et voilà, c'est tout. C'est tout. L'objectif de notre discussion, ça va être de comprendre comment ces 27 mots construisent un modèle mental intemporel sur la liberté, le discernement et le contrôle de soi. C'est un défi passionnant. Bon, décortiquons cela. Parce que faire une analyse profonde sur un texte aussi bref, c'est un vrai tour de force. Ce qui est fascinant ici, c'est la structure rhétorique du texte. Quand on la regarde de près, on remarque tout de suite un effet de balancier très spécifique. Un balancier, tu veux dire, entre les deux moitiés de la phrase? Exactement. L'auteur utilise une répétition pour créer une tension dynamique. D'un côté, il y a cette permission absolue et de l'autre, bam, une restriction volontaire. C'est presque musical en fait, la façon dont ça rebondit. Oui, c'est une symétrie parfaite qui force vraiment l'esprit à s'arrêter. C'est pas juste un code pénal avec des choses à faire ou à ne pas faire. C'est plus comme un algorithme de décision. C'est le mot juste, oui. Alors, commençons par ce premier postulat, le point central de la première partie, ce fameux tout m'est permis. Une déclaration assez radicale. Très radical. Surtout que cette expression est répétée 2 fois dans le même verset. J'imagine que ce n'est pas un accident de style, non. Ah non, pas du tout. Dans la rhétorique ancienne, la répétition, c'est vraiment comme un stabilo fluo. Ça établit une base radicale. Donc une liberté qui, en apparence, n'a aucune limite externe. Voilà. En martelant tous mes permis, le texte désamorce un mécanisme psychologique très puissant. Attends, ça me fait penser, c'est comme se retrouver devant un buffet à volonté gigantesque où absolument aucun plat n'est interdit. L'analogie du buffet est excellente, oui. Mais du coup, est-ce que cette répétition de tous mes permis, c'est pas en réalité un piège rhétorique, juste pour préparer le lecteur à la chute qui suit? Eh bien, oui, c'est exactement la mécanique du texte. L'auteur valide d'abord l'idée d'une liberté totale pour éviter ce qu'on appelle la réactance psychologique. La réactance psychologique. Oula, il va falloir m'expliquer un peu ça. En gros, quand on impose un interdit strict à quelqu'un, le cerveau perçoit ça comme une menace à son autonomie. Et donc on a tout de suite envie de se rebeller, c'est ça? Précisément. Le simple fait de dire « tu n'as pas le droit », ça rend la chose irrésistible. Mais ici, en disant « oui, j'ai le droit, tout m'est permis », l'ego baisse la garde. D'accord, je vois. Le besoin d'autonomie est flatté. C'est ça. Et une fois que cette liberté absolue est établie, l'individu est prêt à entendre la nuance. Donc, une fois devant notre buffet à volonté, on a le droit de tout prendre. Mais comment on choisit ce qu'on fait? C'est là qu'intervient le premier contrepoids, tempéré par la conjonction « mais ». Oui, le fameux « mais tout n'est pas utile ». C'est un changement de ton assez brutal. Très brutal. Et le mot « utile » ici est crucial. La source ne parle pas de bien ou de mal d'un point de vue moral, tu vois? C'est pas une question de gentil et de méchant, quoi. Non, c'est purement pragmatique, fonctionnel même. La liberté passe au crible de l'utilité. C'est intéressant comme approche. Si l'on relie cela à une vision plus globale, c'est vraiment une méthode d'évaluation de nos actions. Pour reprendre mon analogie du buffet de tout à l'heure, avoir le droit de manger l'intégralité des 17 desserts proposés, c'est permis. Oui, personne ne va vous arrêter. Mais ce n'est certainement pas utile si l'on doit par exemple courir un marathon le lendemain. C'est clair que ça risque d'être compliqué. Par contre, ça soulève une nuance subtile. Le texte dit que tout n'est pas utile, mais il ne précise pas utile pour qui. C'est une excellente remarque.
Est-ce qu'on part d'une utilité personnelle, égoïste, ou d'une utilité collective pour la communauté? À mon sens, l'absence de précision est délibérée. Ça englobe forcément les deux dimensions, car en fait elles sont liées. Donc ce qui est inutile pour moi finit par être inutile pour les autres. Souvent, oui. L'utilité personnelle est la base, mais si une action me détruit, elle a un impact sur mon entourage. Le pragmatisme demandé ici est très profond. C'est une vraie preuve de maturité. Évaluer les répercussions réelles avant d'agir. C'est l'adulte qui n'a plus besoin qu'on lui interdise de toucher la plaque chaude. Il sait juste que ce n'est pas utile de se brûler. Bien dit. Mais le texte va encore plus loin. Si le manque d'utilité, c'est le premier risque d'une liberté mal gérée, Le second risque abordé est bien plus grave, oui. oui, c'est la perte de la liberté elle-même. La conclusion du verset dit « Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit Le mot asservir n'est vraiment pas choisi au hasard. ». C'est un mot très fort. Ça évoque l'esclavage, la dépendance totale. Exactement. Et c'est là qu'on trouve le paradoxe ultime de cette source. L'exercice d'une liberté totale, ce fameux « tout m'est permis », peut mener directement à l'esclavage. Si l'objet de cette liberté prend le contrôle sur nous. Voilà, c'est la perte du libre arbitre au profit d'une force extérieure. C'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout aujourd'hui. Pense à un smartphone moderne, par exemple. Oh, l'exemple parfait. L'économie de l'attention. C'est ça, c'est c'est extrêmement utile pour plein de choses, mais en même temps, ça a une capacité immense à asservir notre attention. Les mécanismes derrière les réseaux sociaux sont littéralement conçus pour ça, oui. Alors, est-ce que le texte suggère que la véritable liberté, ce n'est pas la capacité de tout faire, mais plutôt la capacité de s'abstenir? Cela soulève une question importante sur la définition même du libre arbitre. C'est-à-dire, On se trompe de définition aujourd'hui? souvent on confond la liberté avec l'impulsion. On se dit, j'ai envie de regarder mon téléphone, je le fais, donc je suis libre. Mais en fait, on obéit juste à une réaction chimique dans notre cerveau. Exactement. La source propose que l'autonomie mentale et comportementale est bien supérieure à la simple permission d'agir. Donc le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de dire non à ses propres envies. C'est l'espace entre le stimulus et la réponse. Si je suis incapable de m'abstenir, je ne suis plus le maître. Waouh! C'est un renversement de perspective assez impressionnant. Surtout en seulement 27 mots, comme on disait au début. C'est fascinant. Si on récapitule un peu cette équation qu'on a trouvée dans le texte de Louis II, on a, d'un côté, la liberté, avec « tout m'est permis La base. Oui, ». Ensuite, on ajoute le pragmatisme, avec « tout n'est pas utile ». le fameux filtre. Et enfin, la maîtrise de soi, avec « je ne me laisserai asservir ». Et la somme de ces trois éléments, Ça donne une sagesse incroyable. Liberté plus pragmatisme plus maîtrise de soi. et sans vouloir trop insister, il faut quand même rappeler pourquoi un texte aussi concis résonne si fortement aujourd'hui. Oui, pourquoi maintenant, à notre époque, Parce que dans notre monde moderne, caractérisé par une surabondance absolue de choix et de permissions, on peut vite se noyer. c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'options dans l'histoire de l'humanité. Ce verset offre un filtre de décision mentale incroyablement efficace pour garder le cap sans se laisser submerger. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous quand on retourne à notre quotidien? Ça nous pousse à la réflexion. Oui. Si l'objectif ultime est d'éviter d'être asservi par quoi que ce soit, se pourrait-il que l'acte volontaire de limiter nos propres choix infinis, De dire non, finalement. oui, dire non, se pourrait-il que ce soit, paradoxalement, la forme la plus absolue et la plus pure de la liberté? C'est une excellente question à se poser la prochaine fois qu'on ouvre une application. Complètement. Une idée qu'on va laisser en suspens pour nourrir la réflexion après l'écoute. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. Merci, c'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça.